La mort des scientifiques dans Poppy Playtime n'était pas un simple accident. Tout avait été méticuleusement planifié depuis le début. Chacune des actions horribles des scientifiques écrivait peu à peu la façon dont ils allaient mourir. Alors voyons comment se sont déroulées les fins de chacun des scientifiques de Poppy Playtime. Maintenant, pour que tout soit plus clair, écartons d'abord l'idée la plus répandue. Selon celle-ci, ils n'ont été que des victimes de monstres déchaînés. La plupart sont d'accord pour dire que toute l'attaque des expériences n'a eu lieu que parce que les expériences ont échappé à tout contrôle et ont agi par instinct. Mais voyons les gars, rappelons-nous qu'ils ne sont pas de simples bêtes. Ce sont en réalité des consciences humaines. Les expériences peuvent ressentir, penser et se souvenir. Et tout comme ils ont eu de l'affection pour certaines personnes, ils ont aussi ressenti beaucoup de haine et de rancœur envers d'autres. Mais ce n'est pas non plus qu'ils soient stupides, les amis. Les expériences peuvent aussi se souvenir des noms et des actions de chaque scientifique à leur égard. Si Playtime Company avait pensé à cela, leur aurait-il lavé le cerveau ou fait une sorte d'hypnose pour qu'ils oublient tout? Enfin, maintenant, avec cela, je vous pose la question. Pensez-vous encore que ce n'était qu'un simple incident ou bien que tout cela a été planifié et qu'il y avait un cerveau derrière tout ça? Le prototype. Mais ne vous inquiétez pas, le pire ne fait que commencer. Après avoir été étudié pendant longtemps, le prototype savait que la seule façon d'être libre était de s'allier avec tous les autres sujets d'expérience. Avec tout ce qu'il avait appris sur Playtime Co., il avait plus ou moins une idée de ce qu'il devait faire pour se libérer de tous les scientifiques. C'est lors d'une tentative d'évasion qu'il a pris sa décision. L'occasion de communiquer et de persuader d'autres expériences de prendre la justice et la liberté, même si c'était de la pire manière possible. C'est lui qui a partagé l'idée avec les autres expériences qu'ils avaient la possibilité de prendre le contrôle et ainsi de cesser de souffrir aux mains des scientifiques. C'est aussi ici que se sont produits des cas comme la célèbre mort de Théodore, l'enfant qui se trouve dans le corps de Catnap. Tout cela faisait partie d'un grand plan. Ce plan peut être déduit si l'on analyse chacune des morts des scientifiques. Commençons par examiner la mort de Preston de son vivant. Il n'était pas le principal méchant, ni celui qui donnait les ordres finaux. Mais pour des raisons évidentes, il n'était pas non plus si innocent. Disons qu'il faisait partie du personnel et de toutes ces horreurs. La différence, c'est que parfois il montrait de l'empathie. Il parlait au sujet d'expérimentation comme s'ils étaient de pauvres orphelins et en plus, il avait de la pitié pour eux. Ce n'était pas le méchant typique qui les traitait simplement comme de la marchandise. En fait, si on se souvient un peu de son histoire, il était assez confus lorsqu'il a commencé à travailler chez Playtime Company. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont embauché un biologiste dans une entreprise. Et au fur et à mesure qu'il découvrait les véritables intentions de l'usine, il a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de révéler toute la vérité. Il évitait même de saluer les orphelins car il savait déjà ce qui les attendait et c'est probablement cela qui l'a condamné. Bien qu'il ait tout su, il n'a jamais eu le courage suffisant pour arrêter tous ces abus, mais la vérité, c'est qu'il a manqué de courage pour dénoncer tous ces abus. Et il a attendu jusqu'au dernier moment. Mais quelque chose de très important, comment le prototype le traite-t-il ? Il ne le massacre pas, ni ne le réduit en purée dès le début. En fait, on dirait que le prototype l'a plutôt bien apprécié au point de lui infliger l'un des pires châtiments. Expérimenter sur lui et le transformer en un tas de morceaux d'experts. Donc, sa fin n'est pas une mort rapide. Le prototype s'est chargé de le transformer et de lui faire subir toute la cruauté à laquelle il a participé. Bien qu'il ait eu tout pour détruire complètement Playtime Co., il a pratiquement été forcé de vivre dans sa propre chair les horreurs de Playtime Company. Son plus grand châtiment n'a pas été la mort, mais plutôt de ne jamais pouvoir échapper à ce qu'il a lui-même permis. Mademoiselle Gracie Green, la responsable du lavage de cerveau la plus cruelle au monde, Gracie ne salissait pas ses mains avec des machines, elle était plutôt chargée de préparer les orphelins. Elle leur montrait des vidéos pour leur laver le cerveau et les convaincre d'accepter leur nouvelle identité en tant que jouets.
Le plus cruel, c'est que lorsque l'un d'eux résistait, c'était elle qui ordonnait de les envoyer dans la boîte des mauvais jouets, où ils finissaient broyés. Quand l'heure de la joie est arrivée, elle a essayé de se cacher, mais elle a été trouvée et maîtrisée par les créatures souriantes et Baba Shops. Baba était seule. Nous allons te faire du mal, Madame Gracie. Nous avons quelque chose de très spécial pour toi. Mais ils ne l'ont pas tuée, car la mort était trop simple pour quelqu'un d'aussi cruel qu'elle. Le prototype a décidé de la transformer en sujet d'expérimentation vivant et la transformer en Lily, en lui infligeant le même lavage de cerveau qu'elle avait imposé aux autres. Sa souffrance fut brutale. Elle a enduré 122 jours de conditionnement, bien plus que quiconque, et elle a été celle qui a le plus résisté jusqu'à ce qu'elle finisse par céder. Elle a perdu la raison, a développé des identités fragmentées et est devenue obsédée par son ancien corps. Elle a été torturée psychologiquement par le prototype et, à la fin, elle est simplement morte de la main de joueurs. Thomas Clark, en prenant en compte que Thomas a participé consciemment à tous les projets de Playtime Company, méritait bien sûr la haine de tous les sujets d'expérience réalisés sur des orphelins. Depuis qu'il a pris la décision de devenir un sujet d'expérience, il a lui-même signé sa propre sentence. En réalité, il pensait que les autres l'accueilleraient avec une étreinte forte et chaleureuse. « Frère, tu leur as pratiquement gâché la vie. » En fait, ils n'ont même pas eu à planifier sa mort, les expériences se sont chargées de le faire payer pour tout ce qu'ils ont vécu. C'est pour cette raison qu'après avoir été transformé en Brown et enfermé avec les autres, il a fini par être dévoré, puis déchiqueté par tous. Rappelons-nous que les autres savaient qu'il n'était pas un orphelin, mais plutôt un employé de Playtime Company. C'est pourquoi ils se sont vengés de la manière la plus horrible et sauvage possible. Je n'imagine même pas ce qui a traversé l'esprit des scientifiques lorsqu'ils ont décidé de mettre Brown avec les autres orphelins. Mon ami, c'est vraiment stupide. Bref, la mort de Thomas a été rapide, mais très viscérale. Ils l'ont pratiquement fait souffrir vivant jusqu'à ce qu'il meure d'une manière très explicite. Et qu'en est-il de la sorcière de cette histoire, Jessica Newman? Elle n'était pas juste un nom sur les papiers. Je pourrais jurer qu'elle était l'une des personnes les plus conscientes à l'intérieur de l'usine. Et, bien sûr, elle était au courant de tout ce qui s'est passé. Et pourtant, elle a décidé de faire partie du projet. Jessica a grandi à l'intérieur de Playcare, le même endroit où elle a ensuite travaillé comme scientifique, et en plus, elle a fait partie de l'équipe qui a créé et reprogrammé des expériences vivantes au sein de Playtime Company. Elle a été l'une de celles qui ont participé à l'initiative des Grands Corps, aidant à transformer de vraies personnes en jouets vivants. Tout comme Catnap et même Thomas Clark, elle torturait ses petits. On penserait tous que quelqu'un qui a vécu et traversé toutes ces choses similaires aurait au moins un peu plus d'empathie, n'est-ce pas? Eh bien, dans le cas de Jessica, ce n'était pas le cas, les amis. Elle a continué à agir comme une bête sans cœur. Elle n'a même pas eu la moindre once d'empathie. Même le prototype lui-même reconnaît qu'elle n'a pas été du tout gentille avec lui. Nous n'avons jamais été très gentils. Qui es-tu, Dr. Newman? Au moins, Preston l'a fait. Et évidemment, tous les sujets d'expérience en ont toujours tenu compte. C'est pour cette raison que Maman Longue-Jambe a essayé de l'attaquer lorsqu'elle a tenté de l'interviewer. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a toujours essayé de se justifier et de rejeter la faute sur les autres. Il a même essayé de convaincre le prototype que le seul responsable de tout cela était Leif Pierre. Jessica ne reçoit pas la même sentence qu'un simple employé. Elle est confrontée et détruite par le prototype lui-même, face à face. Ce n'est pas n'importe quelle expérience qui a eu raison d'elle. Avec cela, il est assez clair pour nous que Jessica a été très impliquée dans la transformation du prototype, à cause de toute la haine avec laquelle il parle d'elle. Et tout comme le prototype a décidé de se venger de certains, il y en a d'autres qui ont payé leurs actes aux mains de leurs propres camarades. Comme ce qui est arrivé à Harley Sawyer.
Il est important de mentionner sa mort, parce que ce type était l'un des plus impitoyables. Même depuis son enfance, il a été responsable de nombreuses expériences, y compris Catnap, Yarnaby et même DOE. Mais il n'a jamais montré de compassion pour qui que ce soit, et il a même torturé le prototype lui-même pour obtenir des informations. Sa mort n'a pas été rapide. Il a été puni par ses propres collègues et détruit par le prototype lui-même. Donc on peut dire que sa punition était bien méritée, étant donné que c'était une personne horrible. Parce que, franchement, rester piégé dans un ordinateur, ce n'est pas très agréable, surtout si tu ne t'es même pas rendu compte quand on t'y a transféré. N'est-ce pas, les amis? Harley Sawyer a été transformé en ordinateur contre sa volonté, car il ne s'est même pas rendu compte quand tout cela s'est produit, il s'est juste réveillé et il était déjà là. Mais réfléchissons à cela, il est très probable qu'à l'avenir, Harley Sawyer meure à nouveau. Puisqu'à la fin du chapitre 5, nous avons pu voir qu'apparemment, il a fait une sorte de sauvegarde de lui-même. Nous continuons avec Bruno White et le scientifique numéro 4. Ces deux-là ont travaillé en équipe avec Harley Sawyer, partageant les mêmes idées. Bruno était un maître à penser, presque au niveau de Harley, mais il occupait tout de même la deuxième place. Il a dirigé des expériences comme celle de Bonesaw Bunny, mais lorsque Sawyer est devenu un sujet d'expérience, Bruno a pris sa place et, en fait, c'est lui qui a transformé Sawyer en machine, ce qui fut l'un de ses plus grands accomplissements. Pour cette raison, il a gagné la haine du Dr Sawyer, et c'est ainsi qu'il serait massacré lors de l'heure de la joie par tous les jouets. En revanche, le soi-disant scientifique numéro 4 suivait les ordres de ces deux-là. Il a participé à presque toutes les expériences créées par le Dr Sawyer, comme Huggy Wuggy et même le prototype lui-même, car il avait beaucoup de connaissances à son sujet. Sa mort est survenue pendant l'heure de la joie et il a probablement été tué par Huggy Wuggy lui-même. En fait, l'heure de la joie a été celle qui a causé la plupart des morts parmi les scientifiques. Il est possible que chaque expérience se soit vengée de ses scientifiques assignés, tout comme dans le cas des morts du scientifique numéro 3, les scientifiques de Clarisse, Carmine McCabe et les scientifiques 1 et 2, mais il n'y en a qu'un qui n'apparaît nulle part. Et je parle de Leif-Pierre. Était-il le chef principal de Playtime Company, l'esprit arrogant et impitoyable derrière les expériences? Il était responsable du projet des grands corps, et il était au courant de tout ce qui se passait à l'intérieur de l'usine. C'était lui qui détenait le véritable pouvoir, mais voici ce qu'il y a de plus étrange. Le nom de Leif n'apparaît jamais dans aucun massacre ou meurtre, on ne le voit pas souffrir. Comme les autres scientifiques, Leif n'est jamais confronté en face à face par aucune des expériences, pas même par le prototype lui-même. À la place, sa voix apparaît sur de vieilles bandes nous avertissant sur la sécurité de l'usine, se moquant des intrus ou justifiant des expériences ratées. Son attitude, dès le début, était arrogante, violente et totalement dépourvue d'empathie, traitant les employés et les expériences de la même manière, comme s'ils ne valaient rien. Et si l'on se souvient, il a survécu à la catastrophe principale de l'usine, l'heure de la joie. Pendant ce temps, d'autres sont simplement morts ou ont été attaqués directement par le prototype. Mais nous ne l'avons jamais vu faire face aux conséquences de ses actes. Et pour être honnête, je ne pense pas que le prototype ait oublié qu'il existe, sachant qu'il était la pièce maîtresse. Donc, d'après tout ce que nous savons, il est maintenant très clair que le prototype ne tue pas simplement n'importe qui au hasard, ni parce qu'il a faim. Il s'occupe d'évaluer, de se souvenir et d'agir quand il décide que c'est le moment. Et si Leif-Pierre n'a pas encore reçu son jugement, alors sa réapparition à l'avenir n'est pas une possibilité. Nous devons le voir payer pour tout. Et c'est ce qu'ils essayent de nous montrer avec les VHS, les cassettes audio et même les notes que nous avons eues jusqu'à présent. Ce n'étaient pas seulement de simples accidents de monstres qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais maintenant, la plus grande question est, qu'adviendra-t-il de Player à la fin? Si Player était aussi un employé, est-ce qu'il sera le prochain?
Pour l'instant, nous ne le savons pas, mais avant de partir, j'ai une petite réflexion à vous partager. Est-ce que, bro, c'est comme si tu avais créé un homoncule et qu'il finissait par te tuer? C'est quoi ce délire? Alors voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve la prochaine fois.